y a deux personnes très importantes dans l'histoire de la musique au Québec qui ont joué le reel de Bellechasse, à commencer par Joseph Allard, qui est un violoneux, qui avait gagné plein de concours, qui a été le professeur du célèbre Jean Carignan, puis qui avait enregistré plein de disques, lui aussi dans les années 20 et 30, qui était très prolifique. Et si je peux parler de mon instrument de l'accordéon, il y a un gars de la région de Québec qui a été aussi une star à sa façon, qui a fait des émissions de radio tout plein, des disques en veux-tu en v'là, c'était Gérard Lajoie. Et les deux se sont appropriés ce reel-là et en ont fait vraiment leur presque un cheval de bataille, à tel point que c'est probablement un des reels les plus joués encore actuellement. Ah, il va? Ouais. Joseph Ovilla-Lamadeleine a popularisé la valse des Lilas. Il est né à Valleyfield en 1880. Puis qu'est-ce qui était particulier à cette époque-là? C'était que c'était un violoneux qui était gaucher, ce qui était plutôt rare. Pendant sa carrière, il a enregistré une 50aine d'albums et puis son fils Marcel l'a accompagné sur plusieurs d'entre eux. Il a aussi joué avec la chanteuse Aurore Beaulé et puis il a accompagné le comédien Ovilla Légaré. Dans ses enregistrements les plus populaires, il y a la valse des Lilas, la polka de Donalda et la polka canadienne. La relève en musique traditionnelle est vraiment extraordinaire au Québec. Moi, je le vois évidemment par mon lien avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Je vois la jeune génération se réapproprier le matériel, mais des violonistes, des mandolinistes, des guitaristes, des gigueurs, des chanteurs, des conteurs. Jamais la musique traditionnelle, on l'appelle traditionnelle, mais elle est quotidienne encore. Elle a peut-être plus la même définition. Avant, cette musique-là était jouée dans les familles et on se la transmettait de génération en génération. À un moment donné, pour toutes sortes de raisons, à la fois sociopolitiques et puis aussi le fait des modes, il y a eu comme une espèce de clash, puis il y a eu des groupes qui se sont réappropriés le répertoire puis qui l'ont fait revivre. Et je crois que par ces groupes-là, pour ne nommer par exemple le Rêve du diable, la bottine souriante et autres dans les années 70 et 80, ça a créé un engouement puis une espèce de cohésion qui fait qu'il y a eu cette chaîne-là qui avait été peut-être brisée à l'arrivée du rock ou en fait des médias électroniques et des disques et tout ça. Il y avait comme une espèce de clivage qui s'était passé, comme si c'était vraiment relégué au passé. Mais là, on s'est rendu compte de l'importance de ce répertoire-là et les jeunes en sont friands. Faut voir dans les festivals de musique traditionnelle à travers le Québec comment la relève, elle est oui pour les musiciens, mais aussi pour le public qui est demandeur. Et souvent, les jeunes adolescents de 15 ou 16 ans trippent autant que les grands-parents qui ont connu cette génération-là où la musique se perpétuait dans les familles. Puis il y a des foyers un peu partout au travers du Québec, à la Naudière, sur la rive sud de Québec, à Québec même, à Montréal. Il y a des endroits où cette communication-là de la musique se perpétue et c'est des efforts. Je pense qu'il ne faut jamais baisser pavillon, mais s'il y a eu autant de relève, c'est parce qu'il y a de belles initiatives pour permettre que la musique continue de vivre. 1, 2, 3.
qui m'a mené vers la musique irlandaise, en fait, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, c'est vraiment cette musique-là qui m'a choisi. Quand je suis tombé en contact avec ça pour la première fois, j'en suis vraiment tombé amoureux. Moi, j'ai joué de la musique depuis que je suis tout petit. J'ai fait mon cégep en piano et en jazz. Après le cégep, je suis parti en voyage. Pas en Irlande, mais je suis rentré quelques fois dans des pubs irlandais. Et quand j'entendais cette musique-là, la cornemuse, la flûte, l'accordéon, les rills, j'aimais énormément ça. Ça me fascinait. Alors, aussitôt que je suis revenu, je me suis mis à en écouter. Et quand j'ai entendu le son de la flûte irlandaise, je suis vraiment tombé en amour avec ça. Je me suis dit, faut que je joue de cet instrument-là un jour. Alors, j'ai commencé par le tin whistle, parce que les deux instruments, c'est exactement le même doigté. Et ça se trouve dans les magasins de musique, même chez nous. Un an plus tard, je suis parti en Irlande. Je suis allé rester là un été de temps pendant 3 mois. J'ai travaillé dans un pub et puis je me suis acheté ma toute première flûte irlandaise. C'est mon mode de vie. J'écoute presque juste de la musique irlandaise québécoise aussi beaucoup parce que j'adore ça et ça va vraiment ensemble. Et maintenant, mais c'est ma plus grande passion. Je vous parle de ce petit instrument qui s'appelle le tin whistle. C'est un instrument, c'est l'instrument typiquement irlandais qu'on entend dans bien des pièces, dont la fameuse pièce de Céline Dion dans Titanic. Il y a le fameux tin whistle parce que c'est vraiment une des sonorités caractéristiques de cette musique-là. Pourquoi c'est un instrument qui est si populaire là-bas? C'est parce que c'était un peu l'instrument des pauvres. Parce qu'un tin whistle, ça coûtait presque rien. Il y en a qui appellent encore ça un penny whistle parce que ça valait un seul sou noir, le penny anglais. C'était simplement une plaque de tôle tournée autour d'un biseau en bois. On faisait 6 trous là-dedans, puis c'était pas mal moins cher à fabriquer qu'un violon ou un instrument plus complexe. En Irlande, quand les enfants veulent apprendre le violon et qu'ils ont les doigts trop courts, ben on leur fait apprendre le tin whistle en premier. C'est plus facile à jouer, la gamme est super simple et surtout, ça leur permet d'apprendre à faire les ornementations, les fameuses ornementations de la musique celtique qui donnent cette couleur caractéristique. Ça leur permet d'apprendre la rythmique des ornementations. Puis après ça, quand ils arrivent sur le violon, c'est sensiblement le même mouvement des doigts ou du moins la même rythmique des doigts, fait qu'ils ont déjà un bout de chemin de fait. Ça fait qu'en Irlande, c'est très courant d'avoir des musiciens, des violonistes, des accordéonistes ou d'autres musiciens qui ont un tin whistle dans le coffre de violon. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en jouent là-bas pour cette raison-là. Ici au Québec et au Canada, ben, on connaît une seule cornemuse qui est la grande cornemuse écossaise de Great Highland Bagpipes. La cornemuse que je vais vous jouer, ça s'appelle un small pipe et c'est simplement une version d'intérieur de la grande cornemuse. Le reel que je vais vous jouer, il n'y a pas longtemps, j'écoutais mes groupes écossais là, que j'écoute depuis que je joue de la cornemuse. Puis là, je trouve ce reel-là, j'entends ça, c'est donc bien beau, ça sonne vraiment écossais. Fait que je vais essayer de l'apprendre. Je m'en vais chercher c'est quoi le titre et la tune, ça s'appelle « Hommage à Edmond Parizeau ». Fait que là, je me dis, OK, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Finalement, c'est une pièce que j'avais entendue 1000 fois sur un album de La Bottine Souriante. J'ai beaucoup de plaisir à jouer de la musique québécoise sur la cornemuse et je trouve ça plaisant de pouvoir associer les deux cultures. Alors voici un hommage à Edmond Parizeau.
Neil Gould, il est né en Écosse en 1727, puis il a commencé à jouer du violon vraiment très jeune. Il était un prodige de la musique, mais malgré ça, il a choisi de suivre une formation de tisserand. Il était largement considéré comme le meilleur violoniste du comté. L'histoire raconte qu'à l'âge de 18 ans, il a participé à un concours jugé par un musicien aveugle, puis ce musicien-là lui a décerné le premier prix et déclara ensuite qu'il reconnaîtrait le style de Neil parmi une centaine de joueurs. Ça, évidemment, ça a attiré l'attention du duc d'Écosse qui devint le mécène de Neil Gould, puis ça lui assura également un emploi pour les bals et les soirées dansantes organisées par la noblesse locale. Neil Gould a composé ou est crédité de 87 airs de danse. Ces airs constituent encore aujourd'hui le pilier de la musique de danse country écossaise. Alors, Steve, qu'est-ce qu'on va jouer maintenant? On va jouer la Valse des Nations, une pièce du répertoire de M. Alfred Montmarquette. N'empêche qu'Alfred Montmarquette a joué beaucoup d'accordéon, notamment dans la région de Montréal. C'est un musicien prolifique, mais qui a eu une très courte carrière sur disque entre 1928 et 1932. Mais ça ne lui a pas empêché d'enregistrer des 78 tours vraiment en très grand nombre. Il y a presque 150 chansons qui ont été enregistrées avec lui. Et ce qui est très particulier, c'est qu'étant cette première grande vedette du disque, on a son répertoire qui est encore vivace parmi les musiciens traditionnels. Parce qu'il a marqué toute une époque. Et avant lui, il n'y avait pas eu d'accordéon traditionnel enregistré au Québec. Donc, ça a vraiment marqué les esprits. Et du répertoire de Montmarquette, la Valse des Nations, certes, mais on joue encore la Marche du Mont-Saint-Louis, la Marche Cecilia. Il y a plein de jeunes musiciens qui se réclament de son répertoire. Alors, on essaye ça, puis j'ai le petit accordéon en la, comme lui l'avait fait sur son 78 tours.